Je suis certain que vous vous êtes toujours demandé ce que signifiait la stratification sociale ou encore la structure sociale. Eh bien, cette question qui restait dans un coin de votre tête tout au long de votre existence, on va l'étudier et y répondre aujourd'hui. En effet, la stratification sociale ou la structure sociale sont synonymes, désignent le fait que notre société est constituée de plusieurs groupes sociaux qui sont à la fois différenciés et hiérarchisés. Cette stratification sociale, cette structure sociale, eh bien, on peut les étudier à partir de différents critères, de différents facteurs qui vont différencier les individus et faire apparaître différents groupes sociaux hiérarchisés au sein de notre société. Ces critères sont très souvent liés à la position socio-économique de l'individu. On distingue par exemple les individus au haut revenu ou au haut diplôme, à un haut niveau de diplôme. Autre point très important, ces critères socio-économiques sont très souvent liés. En effet, un haut niveau de diplôme peut donner lieu à un haut niveau de salaire. Plus précisément, aujourd'hui, l'idée va être de s'intéresser à un critère fondamental en France, celui de la profession et catégorie socio-professionnelle, dit PCS. Cet outil de classification de la population française a été créé par l'INSEE. Non, pas celle-ci, celle-ci. L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a cherché à regrouper des personnes qui exercent des métiers proches, des métiers similaires, qui ont une même situation économique. L'INSEE va ainsi mettre d'un côté les actifs et de l'autre les inactifs. De la même façon, l'INSEE a cherché à regrouper des individus qui ont des modes de vie proches, qui ont des activités et des pratiques communes, notamment concernant les loisirs et les pratiques culturelles. Eh bien, ce qui est très intéressant avec cet outil de la PCS, c'est qu'il va créer une hiérarchisation qui va refléter la hiérarchisation de bien d'autres critères. En effet, même s'il faut s'en méfier, car tout en haut des PCS, on a notamment les agriculteurs, les artisans, qui sont en haut, car l'INSEE a regroupé en haut les indépendants. Or, ces indépendants ne sont pas toujours en haut de la hiérarchie sociale, certes, mais cette classification créée par l'INSEE permet notamment de refléter la hiérarchie que l'on obtient si l'on veut étudier le niveau de vie. Le niveau de vie, on l'étudie en économie en prenant en compte par exemple le revenu et la composition du ménage, c'est-à-dire le nombre d'individus composant le ménage. Eh bien, on observe bien que par exemple, les cadres ont un niveau de vie supérieur aux professions intermédiaires, qui ont un niveau de vie supérieur aux employés et aux ouvriers. De la même façon, cette hiérarchie du niveau de vie va impacter d'autres hiérarchies, par exemple la hiérarchie du patrimoine immobilier ou encore des voyages lors des vacances. Ainsi, les cadres vont par exemple beaucoup plus partir en vacances et se constituer un patrimoine immobilier que les professions intermédiaires et encore plus que les employés et les ouvriers. Autre point, la hiérarchie des PCS est intéressante car elle permet de refléter la hiérarchie que l'on obtient si l'on veut étudier le niveau de diplôme. En effet, les cadres ont par exemple des diplômes plus élevés, sont très souvent diplômés du supérieur, alors que les employés et les ouvriers se limitent à un diplôme niveau bac ou inférieur au bac. Enfin, dernier point, la hiérarchie des PCS reflète bien la hiérarchie en termes de pratiques culturelles, et notamment concernant les pratiques culturelles qu'un auteur, Pierre Bourdieu, nomme les pratiques savantes, les pratiques légitimes au sein d'une société. En effet, les cadres supérieurs vont beaucoup plus, par exemple, fréquenter les musées. Pourquoi Pierre Bourdieu nous indique que ces personnes cherchent, en s'appropriant cette culture légitime, à se distinguer du reste de la société. Alors bon, il n'y a pas que des critères socio-économiques qui hiérarchisent nos sociétés, il y en a d'autres. Il y a par exemple la position dans le cycle de vie. En SES, ce qu'on appelle le cycle de vie, c'est tout simplement que la situation vécue par un individu, en fonction de son âge ou de l'étape de son existence, par exemple le fait de finir ses études,
de fonder une famille ou de prendre sa retraite, eh bien, cela va impacter les comportements, les pratiques ou encore la situation socio-économique vécue par un individu. On peut par exemple ici opposer les moins de 25 ans et les plus de 50 ans. Économiquement parlant, par exemple, les moins de 25 ans sont bien plus impactés par le chômage, par la précarité, les contrats type CDD temps partiel, que les plus de 50 ans. De la même façon, économiquement parlant, un auteur, Franco Modigliani, a mis en avant le fait que les moins de 25 ans vont consommer, ne vont pas pouvoir se constituer d'épargne. A contrario, les plus de 50 ans ont des revenus plus élevés, vont pouvoir se constituer une épargne dans laquelle ils vont puiser une fois arrivé l'âge de la retraite. De la même façon, il y a d'autres oppositions entre ces moins de 25 ans et ces plus de 50 ans. Concernant les pratiques culturelles, la connexion à Internet, les moins de 25 ans se connectent quotidiennement et font beaucoup d'achats en ligne, alors que les plus de 50 ans rechignent à le faire. De la même façon, en ce qui concerne la politique, les plus de 50 ans sont surreprésentés dans des lieux comme l'Assemblée nationale, des lieux dans lesquels il y a très peu, voire pas, de moins de 25 ans. On a parlé du cycle de vie, on peut parler également du genre, qui va créer beaucoup d'inégalités dans nos sociétés. En effet, les femmes occupent des positions bien moins avantageuses que les hommes dans bon nombre de domaines. Économiquement parlant, il y a un écart de salaire de 23% entre les deux sexes. Les femmes sont beaucoup plus impactées par les emplois précaires de type CDD, temps partiel, et par le chômage. De la même façon, en ce qui concerne la vie de famille, les 3/4 des tâches domestiques sont réalisées par des femmes. Politiquement parlant, la parité n'est toujours pas atteinte, même s'il y a eu des progrès dans le cadre de la dernière législature. Enfin, en ce qui concerne les médias, les femmes sont peu présentes lors des moments à fortes audiences, notamment en soirée. Et enfin, en ce qui concerne la violence, les femmes sont très exposées à cette violence, notamment comme en témoignent les déclarations de viol ou de tentatives de viol. De la même façon, il y a également des inégalités territoriales qui sont très présentes en France. Les groupes sociaux se répartissent ainsi de façon inégale en ville, en fonction de leurs ressources économiques, leurs ressources culturelles et leurs ressources sociales. Certains quartiers privilégiés vont concentrer des individus qui disposent de ces ressources, quand d'autres quartiers, notamment les quartiers populaires, vont concentrer des individus dépourvus de ces ressources. Ainsi, les quartiers populaires concentrent des individus qui vont connaître des salaires faibles, qui vont connaître le chômage, et ces personnes vont connaître des situations d'autant plus difficiles que ces inégalités se conjuguent avec d'autres inégalités. Les inégalités de genre pour les femmes vivant dans ces quartiers populaires, mais également les inégalités ethniques. En effet, on sait bien que beaucoup de personnes vivant dans ces quartiers populaires sont immigrées ou descendants d'immigrés. Or, ces personnes connaissent en France des situations socio-économiques plus défavorables que la moyenne et sont directement impactées par la discrimination à l'embauche. Enfin, concernant le territoire, il est très important de mentionner qu'en France, on distingue les territoires qui profitent de l'attractivité d'une agglomération, économiquement parlant, et les territoires qui ne profitent pas de l'attractivité d'une grosse agglomération et qui vont être beaucoup plus en difficulté concernant le nombre d'emplois disponibles. Enfin, terminons par dire qu'il y a également un facteur important qui hiérarchise la société et qui est nouveau, celui de la composition des ménages. Depuis les années 80, on a vu émerger en France beaucoup de formes de ménages dites atypiques. Il peut s'agir par exemple des personnes vivant seules qui ont augmenté, mais également des familles dites monoparentales ou encore des couples ayant 3 enfants ou plus. Eh bien, ces formes de ménage atypiques sont beaucoup plus concernées par les difficultés économiques, par les retards de paiement par exemple, et sont beaucoup plus nombreux à vivre sous le seuil de pauvreté que la moyenne.